par rapport au reste, c'est-à-dire les spondyloarthrites non radiographiques. Donc vous savez tous que la spondyloarthrite a changé de nom sur les dernières années, que ça a été une maladie sous les projecteurs, et pour un ensemble de points, notamment l'arrivée de nouvelles thérapeutiques, que vous connaissez tous, notamment les anti-interleukine 17, les petites molécules. Mais parmi les actualités sur les dernières années, il y a eu aussi ce nouveau concept qui est de parler de spondylarthrite radiographique versus spondylarthrite non radiographique. Vous allez voir que les choses ne sont pas aussi simples, puisque c'est un véritable continuum. Donc voilà un peu l'agenda de la présentation. On va d'abord définir et parler d'épidémiologie, de ce que représentent ces formes non radiographiques. Après, on va faire une comparaison spondylarthrite radiographique, non radiographique, c'est pas aussi simple. Et après, on va voir un peu l'évolution, comment évoluent ces spondylarthrites non radiographiques, pour terminer par le traitement. Alors, on commence par un cas clinique. C'est des patients que vous voyez tous les jours. C'est un patient qui a 33 ans, ingénieur, qui est semi-marathonien amateur. Il n'a pas d'antécédent personnel. Il a des thalalgies postérieures inflammatoires avec gonflement depuis 200, qui ont été au départ mis sur le compte de la course qu'il pratique. C'est associé à de lombalgie occasionnelle nocturne, bien soulagé par le diclofénac. Il n'a pas consulté depuis le début de ses troubles. Donc le rachis est souple, il n'y a pas de syndrome rachidien, mais vous trouvez un gonflement des anthèses avec une CRP positive, significative. Le HLA-B27 n'a pas été fait, la radio du rachis dorsolombaire est strictement normale. Vous faites une radio du bassin, vous tombez sur ça. Donc je ne vais pas commenter pour les rhumatologues. Et après, vous faites une échographie des arrière-pieds et vous tombez sur ça. Voilà. Bon, pour ceux qui ne font pas encore de l'échographie, il s'agit d'une anthésite inflammatoire très nette, calcanéenne. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous retenez le diagnostic de spondylarthrite non radiographique, vous retenez le diagnostic spondylarthrite radiographique, vous devez obligatoirement compléter par une IRM du rachis. On aura le plaisir d'avoir une radiologue parmi nous pour discuter peut-être de ça. Ou vous complétez quand même, pour compléter le dossier, vous complétez par un HLA B27. Voilà, donc tout le monde est un peu pour le B. Alors, l'ajout par rapport au spectre classique des spondyloarthrites, des spondylarthropathies, c'est ça. Donc vous connaissez tous ce spectre décrit par Amor il y a plus d'une vingtaine d'années, avec comme noyau central la spondylarthrite ankylosante, mais toutes les pathologies spondylarthropathies. L'ajout par rapport à ce spectre sur les dernières années a été cette nouvelle venue qui est la notion de spondylarthrite non radiographique. Vous savez tous que maintenant tout le monde est unanime sur la manière de décrire les spondylarthrites et qu'il faut parler plutôt de phénotype, c'est-à-dire spondyloarthrite axiale, spondyloarthrite périphérique, spondyloarthrite anthésitique, y ajouter la manifestation éventuelle, donc spondylarthrite axiale avec psoriasis, spondylarthrite sur Mickey, etc. Et que les spondylarthrites axiales non radiographiques font partie des spondylarthrites axiales, où il y a deux groupes, les radiographiques et les non radiographiques. Alors, vous savez tous que les critères actuellement les plus utilisés sont les critères d'Assas, qui restent des critères de classification, et qui ont deux moyens d'entrée, soit on rentre par une sacroïlite, soit on rentre par le HLA-B27. Alors, l'avantage d'avoir une sacroïlite, c'est qu'on a besoin d'un seul des anciens signes de Amor. Un seul des items de Amor est suffisant. Donc, vous pouvez avoir une sacroïlite bilatérale et une uvéite, vous êtes classé spondyloarthrite. Par contre, pour l'HLA-B27, il faut au moins deux autres signes, et que l'ajout par rapport justement aux critères d'Amor a été que l'IRM, la sacroïlite IRM, est aussi retenue. Et donc, en gros, il y a deux bras, donc le bras sacroïlite et le bras clinique, qui est le bras HLA-B27. Et dans ce bras imagerie, donc, vous aurez deux types de sacroïlite, la sacroïlite radiographique et la sacroïlite IRM. Et donc, en fait, la radiographique, c'est la spondyloarthrite axiale radiographique, c'est là où il y a une sacroïlite radiographique. Le reste, c'est-à-dire le HLA-B27 ou la sacroïlite IRM, sont dites spondyloarthrites non radiographiques. Donc, ces critères de la SAS permettent finalement de regrouper toutes les spondyloarthrites axiales, de dénicher toutes ces spondyloarthrites axiales. Elles ont des critères. Alors, parmi les critères, c'est que par exemple, la syndesmophytose rachidienne ne figure pas.
Donc vous savez tous que vous avez un petit sous-groupe de 5 à 10% de spondylarthrite qui peuvent ne pas avoir de sacroïlite et avoir une syndesmophytose, ils peuvent ne pas rentrer dans les critères. Autre chose, c'est que ça suppose un âge de moins de 45 ans, c'est-à-dire quelqu'un que vous voyez qui a de lombalgie à 50 ans peut ne pas rentrer dans ces critères, et qu'il y a éventuellement, on va en discuter aussi, les spondylarthrites non radiographiques, vous savez que la fibromyalgie peut poser problème. Mais l'intérêt de ces critères, c'est que ça permet quand même d'homogénéiser les groupes pour les études pharmacologiques. Alors, autre difficulté, c'est que, bon, on a eu un excellent topo sur la manière un peu de voir la sacroïlite IRM, mais ça reste pas encore tout à fait au point. Et les consensus par là, ça, sont très récents. Vous voyez que c'est en 2016 et qu'il y a toujours un travail en cours pour essayer d'harmoniser la sacroïlite IRM. Et ce n'est pas encore parfait, puisqu'on peut avoir de faux positifs. Et ça dépend aussi de l'expérience des radiologues. Bon, je ne vais pas rentrer sur ce débat pour vous dire que dans notre pratique, parfois, on est quand même un peu déçu par la sacroïlite IRM, on peut en discuter. Alors, un mot sur la prévalence des spondyloarthrites non radiographiques, c'est le grand flou, et ça rejoint un peu le grand flou de l'épidémiologie de la spondyloarthrite. Autant les choses sont relativement carrées pour la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie qui a une prévalence globalement la même partout, autant pour la spondylarthrite, c'est vraiment, il y a un grand écart entre populations, au sein même de la même population, entre les critères qu'on utilise, etc. Donc grossièrement, ça va de 0,05% jusqu'à 10% de la population. Donc ça vous donne une idée sur la marche, et c'est très corrélé à la prévalence du HLA-B27 dans la population. Donc maintenant, bon, on a quelques études un peu parcellaires, mais grossièrement sur les études dont on dispose, la prévalence des SPA axiales non radiographiques serait de l'ordre de 0,3 à 0,5, 0,7% de la population. Et il y aurait pratiquement 10% de spondylarthrite axiale non radiographique dans les populations indigènes au Canada. Mais ce n'est pas encore au point. Alors quand on va voir les spondylarthrites qui consultent chez les radiologues, vous verrez que ce n'est pas au point non plus, parce que sur les séries ici, vous voyez ici par exemple qu'il y a 80 spondylarthrites non radiographiques pour 20 spondylarthrites radiographiques, alors que dans l'autre série, il y a 23 spondylarthrites non radiographiques par rapport à 77 spondylarthrites radiographiques. En fait, d'emblée, vous voyez, on va en discuter, que c'est très corrélé à la durée d'évolution de la maladie. Et on va voir que, bien sûr, vous le voyez ici, plus vous prenez les patients qui ont des lombalgies inflammatoires anciennes, plus le contingent spondylarthrite non radiographique va grossir. Et on retient qu'au-delà, par exemple, de 20 ans, on va le voir dans l'évolution, au moins 75 à 80% de ces spondylarthrites non radiographiques vont devenir des spondylarthrites radiographiques. On va pouvoir en discuter. Alors pour notre cas clinique, les choses étaient très simples parce qu'il avait une sacroïlite, une rachialgie inflammatoire, il avait une bonne réponse, CRP augmenté, donc c'était une spondylarthrite radiographique assez typique. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les spondylarthrites radiographiques et non radiographiques? Alors deuxième cas clinique, c'est une patiente qui a 29 ans, infirmière. Elle a une uvéite antérieure documentée, dorsolombalgie inflammatoire isolée, évoluant par poussée depuis 4 ans. Elle a une CRP négative. La radio du bassin et la radio du rachis dorsolombaire sont strictement normales. Vous faites une IRM où vous tombez sur un aspect assez typique de sacroïlite IRM. Voilà, donc elle a la rachialgie, la sacroïlite et l'uvéite, que j'ai oublié ici de mentionner. Donc elle passe très facilement. Et donc on retient le diagnostic de spondyloarthrite non radiographique sur la sacroïlite IRM. Alors qu'est-ce que vous faites devant une patiente pareille? Juste après, il faut compléter par une IRM du rachis. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient compléter quand même par une IRM du rachis? Vous rassurez la patiente vu que l'activité de formes cliniques pareilles sont moindres par rapport aux formes radiographiques. Le nombre d'uvéites est effectivement plus élevé dans cette forme, c'est-à-dire dans les formes non radiographiques, et la démarche diagnostique doit être strictement la même. Alors, on commence à avoir des données puisqu'il y a actuellement au moins 7 ou 8 cohortes de spondylarthrite non radiographique.
Vous voyez ici la durée des symptômes. Donc, on a des early spondyloarthritis qui ont 1 an. Alors, dans la spondyloarthrite, quand on parle de early, c'est 1 an et demi. C'est pas comme dans la polyarthrite, on est à 3 mois. Parce que vous allez le voir que c'est très difficile de prendre des patients ou de diagnostiquer des patients à 3 mois d'évolution. Donc vous voyez ici un peu ces séries qui ont des nombres assez conséquents de patients. Les plus célèbres sont la cohorte française Désir et allemande, GSPIC, mais il y en a plusieurs. Pour l'instant, on n'a encore aucune donnée sur les spondyloarthrites non radiographiques dans notre pays. Ce serait intéressant de voir comment ça se passe. Donc, il y a plusieurs papiers actuellement qui essaient de voir un peu les différences. Et pour passer rapidement, il y a eu une méta-analyse récente sur les signes extra-articulaires et articulaires périphériques, c'est-à-dire est-ce que les spondylarthrites non radiographiques font plus d'arthrite, d'anthésie, etc. Donc c'est une méta-analyse récente. Donc en gros, ce qui ressort en périphérie, c'est qu'ils font un peu plus d'uvéite. Les spondylarthrites radiographiques font plus d'uvéite que les spondylarthrites non radiographiques. C'est ce qui ressort dans cette méta-analyse. Mais le reste ne ressort pas. Pour les points communs, bon, la prévalence du HLA-B27 est la même, l'âge est le même, les signes rhumatologiques périphériques, l'activité, notamment le BASDAI, est le même dans les séries. Alors, les différences, c'est qu'il y a plus de femmes dans les spondylarthrites non radiographiques, il y a un BASPHI moins élevé et corrélé au temps, et ça on peut l'imaginer, c'est-à-dire une spondylarthrite qui a 10 ans radiographique pourrait déjà avoir une syndesmophytose, une limitation et un BASPHI élevé. Ils sont plus inflammatoires, que ce soit sur la CRP, mais aussi sur l'IRM du rachis. Et le seul signe extra-rhumato qui sort, c'est l'uvéite. Mais pour l'instant, la démarche diagnostique, et on verra aussi thérapeutique, reste pratiquement la même. Donc pour notre patiente de tout à l'heure, donc on a retenu le diagnostic de spondylarthrite non radiographique. Alors le nombre d'uvéites est plus bas dans cette forme, il n'est pas plus élevé. Et la démarche diagnostique doit être exactement la même. Par contre, le BASDAI est strictement le même entre les formes radiographiques et non radiographiques, et vous n'avez pas besoin de compléter par une IRM du rachis. Alors, quelle est l'évolution des spondylarthrites non radiographiques? Donc, on revient à notre patiente, infirmière de 29 ans, qui a une forme non radiographique sur une sacroiliite IRM avec uvéite. Alors, à terme, toutes ces spondylarthrites non radiographiques vont évoluer vers une forme radiographique. 70% vont évoluer vers une forme radiographique dans les 5 ans. La CRP est un facteur prédictif d'ossification, CRP élevé, et une éventuelle rémission prolongée est possible, mais elle est rare. On n'a pas le temps, on discutera peut-être à la fin, je vais passer. Donc pour dire qu'il y a beaucoup d'éditoriaux qui se sont penchés sur la question et qui discutent du fait que est-ce que c'est vraiment une entité distincte, concrète, ou bien c'est un continuum, c'est-à-dire que ça va de la spondylodicite, de la sacroiliite IRM à quelques années plus tard à la sacroiliite radiographique, à quelques années plus tard à la syndesmophytose puis à la colonne de Bombeau. Est-ce que c'est juste un continuum ou est-ce que c'est des formes différentes? Autrement dit, est-ce que la spondyloarthrite non radiographique est juste une spondyloarthrite radiographique à une phase précoce chez tous les patients? On commence un peu à maîtriser le rationnel physiopathologique. On sait maintenant en fait que du fait d'un terrain génétique particulier et sur l'intervention de facteurs d'environnement, on aura une inflammation des anthèses et des anthèses notamment axiales, qui va conduire à une spondyloarthrite non radiographique. Alors chez des patients donnés, des gènes d'ossification vont intervenir ou pas, couplés à des facteurs d'environnement, pour donner des formes non radiographiques ou des formes radiographiques, lesquelles formes radiographiques peuvent s'ossifier soit de manière très précoce. Donc vous avez tous en mémoire les jeunes qui ont 20-21 ans, qui nous font des coccytes, des spondyloarthrites extrêmement rapides avec colonne de Bombeau en quelques années, par rapport à des formes plus frustes
où vous pouvez une ossification qui va se faire sur plusieurs années. Donc on commence plus ou moins sur les dernières années à un peu comprendre les mécanismes. Et on sait maintenant, le professeur Delay nous l'a montré tout à l'heure, que c'est un peu couplé à l'inflammation IRM, laquelle inflammation IRM sur le rachis va aboutir à des tentatives de réparation qui vont se solder au final par une ossification. Et tout le débat en fait actuel, qui est très récent, c'est peut-on arrêter les malades à ce stade, et notamment par les biologiques dont on dispose. On va voir qu'on commence à avoir des réponses à ces questions. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que la polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde, vous avez de l'inflammation, de l'érosion, point à la ligne, c'est érosif oui, non. Dans la spondylarthrite, les choses sont un peu plus différentes et plus compliquées, puisque vous avez l'inflammation, l'érosion, la tentative un peu de réparation par le remplacement, et puis l'ostéoprolifération qui va un peu être à l'origine de l'ankylose. Donc les choses sont un peu plus compliquées. Et donc cette sorte de fleuve est une conception intéressante, puisque tous les malades vont débarrer par des lombalgies inflammatoires, et il est probable que si vous prenez des lombalgies inflammatoires, des lombalgiques inflammatoires à 2 mois, que vous n'ayez même pas encore de sacroïlite IRM. D'accord. Donc, si vous les prenez ici, au bout de quelques semaines, mais par la suite, c'est des patients qui vont évoluer vers de véritables spondylarthrites axiales non radiographiques, et il y a des patients parmi ceux, un très faible contingent, qui peut vraiment évoluer vers la rémission. Après, vous aurez des patients qui vont petit à petit évoluer vers une spondyloarthrite axiale, la spondylarthrite ankylosante telle que décrite, qu'on connaît tous, et il y aura des patients qui vont rester tout au long de leur évolution comme spondylarthrite non radiographique. Alors, il y a un facteur majeur duquel il faut bien sûr tenir, c'est le paramètre temps. C'est-à-dire, si vous voyez quelqu'un qui a une spondyloarthrite dont les lombalgies inflammatoires remontent à 15 ans, il a déjà peu de risque d'évoluer vers une forme radiographique. Par contre, si vous voyez quelqu'un qui a des lombalgies inflammatoires qui en 6 mois, il a 24 ans, vous ne savez encore pas s'il va évoluer vers une forme radiographique. Or, le problème entier, vous savez que le concept de polyarthrite récente a vraiment marché, et que même au Maroc, maintenant, on prend en charge des polyarthrites rhumatoïdes récentes, du fait de tout ce qui a été fait autour. Le délai moyen actuel en Europe de diagnostic de la spondylarthrite reste de 6 à 8 ans. Il est presque de 10 à 12 ans aux États-Unis. Donc ça reste quand même, ça veut dire qu'on n'est pas encore performant un peu dans la prise en charge précoce de ces maladies. Alors, on sait maintenant quels sont les patients qui sont le plus à risque de s'ossifier. Et ce sont les patients qui ont au départ une CRP élevée, qui ont au départ une inflammation sur l'IRM. Et bien sûr, si vous tombez d'emblée sur une syndosmophytose, vous avez déjà la signature que c'est un patient qui va ankyloser, le tabac, le patient de sexe masculin, et aussi des travaux de charge. Et on sait maintenant, en fait, que pratiquement 70% de ces malades non radiographiques vont devenir radiographiques à 20 ans, et la rémission touche des cas très isolés. On commence à essayer de faire des matrices, et la seule matrice qui a été proposée maintenant repose sur la CRP. Alors, y a-t-il réellement un intérêt de réaliser une IRM du rachis pour suivre éventuellement ces patients? Alors, il y a un travail qui s'est intéressé à ça pour voir s'il y a une valeur ajoutée à faire des IRM du rachis dans les formes non radiographiques, et pour l'instant, la réponse est clairement non. C'est-à-dire, si la sacroïlite IRM n'existe pas, il n'est pas démontré actuellement qu'ajouter une IRM du rachis rapporterait quelque chose, et ce n'est pas encore retenu par les experts ASAS. Quand vous avez une IRM du bassin strictement normale, il n'est pas encore retenu, d'ailleurs même sur les critères, de faire une IRM du rachis. Voilà, donc pour une CRP élevée est un facteur prédictif d'ossification, et une éventuelle rémission est possible et rare. Par contre, moins de 20% évoluent vers une forme radiographique dans les 5 ans. Mais au bout de 20 ans, on a 70% qui vont évoluer vers une forme radiographique. Donc on arrive au traitement. Alors, on commence à avoir aussi des réponses. Il y a 2 ou 3 essais sur les anti-inflammatoires qui montrent que l'efficacité des anti-inflammatoires non stéroïdiens et le dogme
qui est celui de retenir comme critère dans les spondylarthrites la réponse et l'excellente réponse aux ANS, marche aussi dans les anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc je passe. Pour l'instant, il y a en Europe et aux États-Unis 4 molécules qui sont approuvées, qui ont l'AMM dans la spondylarthrite non radiographique. Donc il n'y a pas l'infliximab, il y a l'adalimumab, certolizumab, golimumab plus récemment et etanercept. Ce sont les 4 molécules qui ont maintenant l'AMM dans les formes non radiographiques. Alors il y a au moins 3 méta-analyses sur l'efficacité des anti-TNF dans les SA non radiographiques. Et globalement, donc je vais passer rapidement pour vous dire que globalement, d'abord c'est très corrélé, et ça on peut l'imaginer, à l'existence ou pas d'une inflammation CRP-IRM, c'est-à-dire une spondyloarthrite non radiographique où la CRP est négative, ses chances de répondre à l'anti-TNF sont moindres par rapport à une forme non radiographique, inflammatoire, biologiquement ou sur l'IRM. Ça, on peut le deviner. Vous savez que possiblement, c'est un peu contaminé par un contingent de patients fibromyalgiques. On peut en discuter aussi. Alors, il y a une méta-analyse qui mettait un peu une supériorité d'adalimumab sur les autres par rapport aux formes non radiographiques, laquelle n'a pas été confirmée par une autre méta-analyse. Dans cette méta-analyse, il y a une tendance à la supériorité des anti-TNF dans les formes radiographiques. Ils sont efficaces, mais l'efficacité serait un peu moindre par rapport aux formes radiographiques, et il n'y a pas d'action sur l'évolution structurale. Alors, est-ce qu'il existe un effet structural des anti-TNF? Et ça, la vraie question à se poser, c'est est-ce que les anti-TNF ont une action sur l'évolution structurale? Bien sûr que ce soit dans les formes radiographiques ou non radiographiques. C'est la vraie question, et on commence un peu à avoir des réponses. Alors ça, c'est un essai très récent qui montre un peu que sur des spondyloarthrites très récentes, un an et demi, administrer de l'étanercept diminue les signes structuraux IRM sur les sacroiliaques, qui sont, il y a un signe assez spécifique qu'on appelle le backfill et le score d'érosion. Alors, c'est vraiment des signes assez difficiles à rechercher. Bon, je vais passer. L'effet structural des anti-TNF serait aussi corrélé à la durée d'évolution de la maladie. C'est-à-dire, si vous démarrez un anti-TNF chez quelqu'un qui a une spondylarthrite qui a 2 ans, vous imaginez bien que vous avez potentiellement et théoriquement plus de chances d'être efficace que si vous démarrez un anti-TNF chez quelqu'un qui a une maladie qui a 15 ans. Alors, il y a une étude observationnelle récente qui a quand même un peu ressoulevé ce débat. Vous savez que pour tous ceux qui ont suivi cette polémique, il y a 10 ans, on disait clairement que les anti-TNF n'avaient aucune action sur l'évolution structurelle. On était vraiment déçus. Alors tout ça est vraiment remis en cause actuellement, et il y a une étude observationnelle qui a montré en fait que l'utilisation d'anti-TNF pouvait ralentir. Alors vous avez ici ce qui augmente un peu la progression structurale. C'est le fait d'avoir un BASDAI initial élevé, un score de syndesmophite élevé. Donc tout ça va un peu. Le HLA-B27 non, le sexe pas beaucoup, mais ce qui est par contre protecteur potentiel, même le tabac d'ailleurs, il peut accélérer la progression structurale, mais ce qui aurait un effet positif serait l'utilisation d'un anti-TNF à une phase précoce. Alors, nouvelle molécule qui arrive, c'est les anti-interleukine 17, qui sur leur essai sur des spondylarthrites relativement récentes, ont montré qu'il n'y a pas eu de progression structurale par rapport au groupe contrôle. Et ça nous conduit à discuter de plus en plus l'histoire de fenêtres d'opportunité qu'on a tous admises dans la polyarthrite rhumatoïde et qui commencent maintenant à vraiment être soulevées dans la spondylarthrite sur les 2 dernières années. Alors sur les recommandations, l'actualisation des recommandations ASAS 2016, il n'y a pas de distinction dans la prise en charge entre les formes radiographiques et non radiographiques, donc c'est la même prise en charge, sauf
pour les biothérapies, il n'y a pas d'indication à l'infliximab et à l'anti-interleukine 17, parce que vous savez que dans les recommandations ASAS dernières, l'anti-interleukine 17 est passé pratiquement au même rang que les anti-TNF. On peut l'utiliser en première intention maintenant dans les spondylarthrites. Voilà. Donc, c'est une forme clinique qui commence à être de mieux en mieux individualisée. Une bonne partie de ces patients vont évoluer vers une véritable spondylarthrite ankylosante sous l'action de facteurs génétiques environnementaux. Le retentissement clinique est idem, il y a quelques particularités, notamment sur le fait que dans les formes radiographiques anciennes, il y a plus de perte de fonction. Peut-être un peu plus d'uvéite dans les formes anciennes, mais pour l'instant, le retentissement clinique serait idem. Ne pas oublier le score de fibromyalgie. Vous savez que la prévalence de la fibromyalgie dans les rhumatismes inflammatoires chroniques est plus élevée que par rapport à la population générale et que vous pouvez avoir un BASDAI vraiment artefactuel, un peu contaminé et tiré vers le haut par une fibromyalgie coexistante. On a pour l'instant une bonne réponse aux AINS et aux biologiques, mais on ne dispose pas suffisamment de data pour voir si c'est vraiment des malades qui vont répondre de manière différente au traitement dont on dispose. Le principal point reste quand même le délai diagnostique. Parler d'une forme non radiographique à 6 mois est trop tôt, trop précoce. Et puis cette histoire de fenêtre d'opportunité qui, je pense qu'on aura des réponses très prochainement sur ça. Alors qu'en est-il des formes marocaines? On n'a pas encore de data sur les spondylarthroses. On les voit tous les jours, des formes non radiographiques, axiales, où on n'a pas vraiment encore de sacroïdes. Est-ce qu'il y a des particularités par rapport à notre contexte? Et puis, bien sûr, tout le monde recommande actuellement qu'il ne faut jamais dire aux patients, vous avez une forme non radiographique. Si vous allez sur Google et vous mettez non radiographique, la seule maladie non radiographique actuellement, c'est la spondylarthrite. Mais je ne vous préconise pas de dire au malade, vous avez une spondylarthrite non radiographique. Dites-lui juste qu'il a une spondylarthrite, point à la ligne. Je vous remercie.